Bienvenue dans la controverse, le grand carrefour des idées, où nous analysons ensemble les perspectives plurielles qui façonnent notre compréhension du monde. Oui, et aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui bouleverse littéralement la vie de millions de gens, le sommeil. Exactement. Vous savez, avant de devenir parent, on envisage souvent le sommeil comme une simple transaction, non? Ah oui, complètement. Une équation mathématique, presque mécanique. C'est ça. Vous posez votre tête sur l'oreiller, vous débitez vos 8 heures de repos, et hop, le lendemain matin, les compteurs sont remis à zéro. C'est propre, c'est binaire quoi. On dort ou Ouais. on dort pas. Et c'est prévisible. Et ça nous donne cette illusion très rassurante qu'on a un contrôle absolu sur notre biologie. On est tellement habitué à ce que notre corps réponde à nos injonctions en fait. Mais ensuite, et c'est là que tout bascule, vous ramenez un nouveau-né à la maison. Et soudainement, cette transaction mécanique, elle disparaît totalement. On entre carrément dans la météologie à ce stade. C'est exactement le mot. On fait face à un système climatique chaotique, fait de cycles fragmentés, de pleurs complètement imprévisibles et d'un épuisement qui défie toute logique humaine. Oui, un vrai tsunami. Donc aujourd'hui, notre discussion s'appuie sur des travaux fondamentaux qui traitent du sommeil infantile et parental. Et on va se concentrer sur cette période sismique, de la préparation à la naissance jusqu'au cap crucial des 6 mois. La fameuse fenêtre des 0 à 6 mois. C'est ça. Et notre question centrale aujourd'hui, elle est la suivante. Face aux nuits chaotiques des tout premiers mois d'un enfant, est-ce que la meilleure approche réside dans une acceptation inconditionnelle du processus physiologique du nouveau-né, ou est-ce qu'elle nécessite, au contraire, une structuration proactive de l'environnement par les parents? C'est tout le cœur du problème. Je suis d'ailleurs convaincu, et je défendrai cette idée, que le sommeil infantile précoce est une réalité biologique incompréhensible qui exige en fait une capitulation totale de nos attentes face à la nature. Eh bien, de mon côté, je suis tout aussi convaincue que la physiologie de l'enfant ne dispense absolument pas les parents de mettre en place un cadre proactif. Sans ce cadre, l'épuisement systémique menace d'anéantir la santé mentale du foyer tout entier. Alors, pour bien comprendre cette asynchronie brutale entre l'adulte et l'enfant, je pense qu'il faut d'abord regarder la mécanique biologique bien en face. Oui, la fameuse immaturité neurologique. Voilà. Les premiers mois de la vie, ils dictent une désorganisation qui est en fait nécessaire si on regarde le matériel. Le pédiatre Benjamin Dudoyon le rappelle très clairement. Les 16 heures de sommeil. 16 heures en moyenne, oui. À la naissance, un bébé dort environ 16 heures par jour sans aucune, mais alors aucune, distinction entre le jour et la nuit. Et c'est ce rythme qui détruit les parents. Bien sûr, mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est le pourquoi de cette architecture, voyez. Là où un adulte fonctionne sur des cycles de 90 minutes environ, des cycles consolidés et profonds, le bébé de moins de 6 mois, lui, il enchaîne des cycles courts. De 60 minutes. Environ 60 minutes, exactement. Et pourquoi? Parce que l'évolution l'a conçu comme ça. Son estomac est minuscule, quoi. Il doit se vider et se remplir très fréquemment pour assurer cette croissance fulgurante du cerveau. Oui, un sommeil trop profond serait dangereux, c'est ça, hein? Exactement. Un sommeil de plomb à cet âge, ce serait biologiquement risqué. Ça empêcherait l'enfant de signaler sa faim ou un inconfort thermique, par exemple. Donc face à cette mécanique de survie, moi je dis qu'il faut abandonner toute résistance. Mais abandonner jusqu'où? Jusqu'à comprendre que les pleurs, ce n'est pas des anomalies à corriger, ce sont des signaux vitaux. Pour moi, l'approche la plus rationnelle, c'est vraiment de créer une bulle protectrice. Il faut répondre viscéralement pour rassurer l'enfant et surtout abandonner toutes les injonctions de la vraie vie. La biologie commande et nous, on doit s'adapter. Alors, je vous arrête tout de suite. Comprendre cette biologie évolutive, oui, c'est indispensable. Mais je tire une conclusion, disons, radicalement différente de ces mêmes faits. Ah oui. En quoi la biologie justifie-t-il autre chose que l'adaptation? C'est simple. La physiologie de l'enfant a ses lois, certes, mais l'écosystème parental, il a ses limites physiologiques à lui aussi. Si on regarde cette fameuse architecture en cycle de 60 minutes que vous mentionnez, Oui. ça implique intrinsèquement que l'enfant va s'agiter, gémir et se mouvoir naturellement entre deux phases de sommeil. Oui, les fameux micro-réveils. Exactement. Et ce n'est pas toujours un réveil complet, c'est une transition neurologique normale. Le problème, c'est que si, par excès d'instinct ou par angoisse, le parent se précipite pour intervenir au moindre bruit, il perturbe cette mécanique fragile. Il le réveille, vraiment, vous voulez dire? Voilà, il réveille un enfant qui essayait simplement de lier deux cycles. Et au-delà de l'enfant lui-même, il y a la santé de la mère.
La sage-femme Esther Niquez met en garde contre la réalité clinique de cet abandon total que vous prenez. Vous parlez du risque de dépression postnatale. Dépression du postpartum, absolument. La nature, livrée à elle-même, dans un contexte moderne où le fameux village pour élever un enfant n'existe plus, c'est destructeur. La mère et le couple doivent orchestrer leur environnement de manière presque chirurgicale en amont. Chirurgical, c'est pas un peu froid pour l'accueil d'un bébé? C'est nécessaire. On parle de congélation de repas, de répartition stricte des nuits, de recrutement d'aides externes. La biologie n'est pas une excuse pour le martyre, en fait. Elle a besoin d'être contenue par un cadre humain. Je vois. Mais si vous nous écoutez aujourd'hui et que vous n'avez pas dormi plus de 2 heures d'affilée depuis un mois, Ce qui est le cas de beaucoup de nos auditeurs, j'en suis sûre. oui, eh bien, entendre parler de gérer la mécanique fragile, franchement, ça peut sembler très abstrait face à un enfant qui hurle à 1 heure du matin. Plongeons vraiment dans cette réalité clinique de la nuit. D'accord, allons-y. On ne parle pas ici du petit gémissement de transition entre 2 cycles. On parle de ce que les spécialistes nomment les pleurs de décharge. Les grosses crises du soir, oui. Voilà. Durant la journée, le système nerveux immature du nourrisson encaisse un véritable tsunami sensoriel. Les lumières, les variations de température, les bruits de la maison. Et le soir venu, il y a un besoin fondamental, viscéral, d'évacuation émotionnelle. La fameuse cocotte minute. C'est exactement l'analogie que je voulais utiliser. Pensez à ces pleurs de décharge comme à la soupape de sécurité d'une cocotte minute. D'accord. Si vous vous précipitez pour bercer l'enfant pour le faire taire à tout prix, est-ce que vous ne bouchez pas cette soupape? Est-ce que vous ne le privez pas de son propre mécanisme de régulation en voulant imposer ce fameux cadre? Ah, mais c'est là que je vous rejoins sur le constat, mais pas du tout sur la solution. Vous touchez exactement le cœur du problème de la surintervention, en fait. Comment ça, la surintervention? Reprenons votre cocotte minute. Si elle siffle et que vous tentez d'étouffer le bruit à tout prix pour apaiser votre propre angoisse de parent, parce que c'est souvent ça, le parent a peur des pleurs, vous empêchez la vapeur de s'échapper. Donc vous dites qu'il faut le laisser pleurer seul? Je dis que l'enfant a un besoin physiologique d'exprimer cette surcharge. Le laisser expérimenter cette décharge, c'est lui permettre de trouver progressivement ses propres ressources. L'apprentissage de l'auto-apaisement, ça s'active pas par magie le jour de ses 6 mois, quoi. Ça demande de la maturation neurologique. Et ça se construit dans ces micro-moments. Ces instants où l'enfant s'agite, pleure un peu, tourne la tête, trouve son pouce et réalise par ses propres moyens qu'il est en sécurité dans son berceau. L'interventionnisme permanent, ça court-circuite cette neuroplasticité. Attention, je ne dis pas qu'il faut l'étouffer. La proximité physique ne bouge pas la soupape, elle empêche carrément la cocotte d'exploser. Donc on le berce pendant des heures. Le parent n'est pas le bouchon de la cocotte, il est le réceptacle de la décharge émotionnelle. Regardez comment fonctionne l'apaisement, d'un point de vue neurologique. Le système nerveux parasympathique, La pédale de frein du corps. exactement, le responsable du repos et de la digestion, il s'active pas dans le vide chez un nouveau-né. Mm. Il s'active via l'ocytocine. Et comment on produit l'ocytocine à cet âge? Par le peau à peau, l'odeur maternelle ou paternelle, la chaleur corporelle. Oui, le contact fait chuter le cortisol. Le cortisol, l'hormone du stress, oui. Donc, laisser un enfant seul face à cette détresse, sous prétexte de forger son pseudo-auto-apaisement, c'est biologiquement contre-intuitif. Il n'a tout simplement pas encore le cortex préfrontal nécessaire pour rationaliser sa peur. Mais attendez, il ne s'agit pas de l'abandonner à la terreur dans une pièce sombre. Il s'agit de calibrer la réponse. Traire systématiquement du berceau pour le bercer frénétiquement à travers le couloir pendant 2 heures. Mais au-delà de l'enfant, regardons l'impact direct de ce don de soi inconditionnel que vous prenez sur les parents. L'impact d'Ion? La gestion de l'énergie le jour, oui. Hmm. Si la nuit n'est qu'un sacrifice continu du corps parental pour réguler le cortisol de l'enfant, que reste-t-il le matin? Il reste la nécessité d'une convalescence totale, et c'est pour ça que ça doit s'organiser. C'est là que le témoignage d'Ophira, qu'on a abordé dans notre matériel préparatoire, devient crucial, je trouve. Le concept de la bulle? Oui, elle plaide pour la mise en place d'une bulle stricte. Parce que la biologie, elle ne s'arrête pas à la porte de la chambre de l'enfant. La mère subit un effondrement hormonal monumental après l'accouchement. La chute de la progestérone et des oestrogènes, oui. Une chute brutale. Du coup, Ophira affirme qu'il faut savoir dire non aux visites. Il faut abandonner la politesse, ignorer le linge qui s'accumule. Et Esther Niquez l'appuie très fortement d'ailleurs. Sur le risque de vouloir en faire trop. Exactement. Elle observe que le danger absolu, ça guette ces mères qui tentent de reprendre le flot du quotidien normal.
Elles veulent enchaîner les tâches ménagères, accueillir la belle famille avec le sourire, alors que leur dette de sommeil détruit littéralement leur cognition. C'est un épuisement profond, c'est certain. Donc cette bulle d'isolement, c'est pas juste un concept poétique ou un peu hippie, c'est un impératif médical vital pour permettre à l'instinct neurobiologique de prendre toute sa place. Alors cette idée de bulle, je veux bien, ça part d'une bonne intention. Mais en pratique, Ça se transforme très vite en une utopie toxique, voire en une véritable prison pour la mère. une prison, vous y allez fort? Non, je vous assure, l'isolement total, combiné à ce fameux crash hormonal que vous décrivez justement, c'est la recette parfaite pour la dépression. Si c'est mal vécu, peut-être, mais La réalité, c'est que l'épuisement profond des parents provient très souvent de leurs propres attentes démesurées. Cette croyance tenace qu'ils doivent tout ressentir instinctivement, seuls, dans leur salon, totalement déconnectés du monde extérieur. c'est pour ça qu'il faut couper avec les injonctions extérieures. Mais l'instinct ne suffit pas quand on manque cruellement de sommeil. C'est pour ça que je défends des stratégies d'ingénierie environnementale. Il faut des stratégies froides, calculées. Comme quoi, par exemple? Comme avoir une liste imprimée sur le frigo de 3 personnes à appeler en cas d'urgence émotionnelle, pour qu'ils prennent le relais. Avoir des repas congelés, calculés pour tenir des semaines. Ce n'est pas fuir la nature organique de la maternité. Au contraire, c'est la soutenir par un échafaudage externe. Des échafaudages, des checklists. Oui, parce que sans ces fameuses checklists, la magnifique bulle d'Ophira, ça devient juste une pièce sombre où une mère s'épuise en silence. Mais en planifiant de manière si rigide, je veux dire, avec des tableurs et des protocoles d'urgence, est-ce qu'on ne transforme pas un événement purement viscéral en une gestion de crise industrielle? Pas industriel, rationnel. L'instinct que vous semblez vouloir absolument encadrer, il est en fait extrêmement robuste si on le laisse s'exprimer. Prenons les recherches de Perrine Ruby mentionnées dans le texte. Sur les rêves de femmes enceintes, Les cauchemars de grossesse, oui, c'est fascinant. Elle démontre que le cerveau de la femme enceinte génère des scénarios catastrophes bien avant la naissance. Rêver de faire tomber le bébé ou, je sais pas, de l'oublier dans un magasin. l'activation de l'amygdale. Exactement. Et pourquoi l'amygdale s'active-t-elle comme ça? C'est une répétition générale orchestrée par l'évolution. Le cerveau anticipe biologiquement le pire pour préparer la mère à la vigilance. Oui, c'est un mécanisme préparatoire. Donc l'angoisse et la préparation sont déjà ancrées organiquement dans la chair. Tenter d'apaiser cette hypervigilance naturelle par des listes Excel, est-ce que ça ne revient pas à nier la façon dont la nature nous prépare à cette transition? C'est précisément l'inverse, en fait. Oui, l'amygdale, notre centre archaïque de la peur, est suractivé par la biologie pour simuler des scénarios de crise. C'est un mécanisme de survie. Mais la réponse moderne à une amygdale en feu, ça ne doit pas être la capitulation à l'anxiété. Je ne parle pas de capitulation, je parle d'écoute. Mais si le cerveau génère de l'angoisse primaire, il a désespérément besoin du cortex préfrontal, la partie rationnelle et planificatrice, pour ramener le calme. La gestion de projet, comme vous l'appelez, ça n'étouffe pas l'instinct, ça le libère du poids écrasant de l'urgence logistique. Ça le rassure en quelque sorte. Voilà. Comment voulez-vous qu'une mère écoute sereinement son intuition si elle est terrifiée à l'idée de ne pas avoir la force de préparer à manger le soir même? La checklist dit à l'amygdale « C'est bon, le danger logistique est écarté, tu peux te concentrer sur l'enfant ». Le cadre protège l'instinct. Je vois la logique, c'est un pare-feu cognitif. Et l'urgence de ce cadre rationnel, elle saute aux yeux quand on réalise que ce duo mère-enfant, il n'est pas suspendu dans un vide clinique. C'est-à-dire? Il vient percuter violemment un écosystème préexistant, et particulièrement les autres enfants de la fratrie. Ah, ça c'est un point crucial. L'arrivée d'un nouveau-né, c'est un tremblement de terre pour le reste de la famille. C'est indéniable. L'attention est détournée, le bruit envahit l'espace. Et la fatigue rend les parents beaucoup moins patients avec les aînés. Tout à fait. Et c'est exactement là que le laisser-aller physiologique montre ses limites et que la structuration proactive prouve sa nécessité absolue. Analysons les recommandations de la pédiatre Dr Fabienne Kahn-Selem qui sont dans notre matériel. Sur la place de l'aîné, oui. Elle stipule qu'il faut décharger le grand frère ou la grande sœur verbalement et de manière explicite de toute responsabilité nocturne. Oui, elle conseille des mots très précis. Il faut dire clairement « Tu n'as pas à t'occuper du bébé la nuit. Ton seul travail, c'est de dormir. » Mais elle va encore plus loin.
Et c'est d'une intuition psychologique brillante, je trouve. Il ne faut absolument pas laisser l'enfant aîné choisir la configuration des chambres. Ne pas lui demander s'il veut que le bébé dorme avec lui, par exemple. Exactement. Mais pourquoi lui refuser cette implication? Est-ce que c'est pas une manière de le valoriser en tant que grand frère, de l'inclure dans la famille qui grandit? Non, parce que le cerveau d'un enfant de 4 ou 5 ans, il fonctionne avec ce qu'on appelle la pensée magique. Il n'a tout simplement pas l'architecture cognitive pour porter le poids des décisions familiales. La charge est trop lourde pour lui. Bien sûr. Si vous lui donnez ce choix en pensant l'empouvoirer et que le bébé finit par le réveiller toutes les nuits, l'aîné se sentira coupable de sa propre frustration, puisque c'est lui qui a choisi cette situation. Je vois. Hmm. Le choix devient un piège. Voilà. En lui imposant un cadre strict et des limites territoriales claires sur le sommeil, vous le soulagez d'une charge cognitive d'adulte. C'est la preuve éclatante que la compartimentation imposée d'en haut par les parents est un barrage psychologique vraiment nécessaire. Je comprends la mécanique psychologique derrière cette recommandation de la docteure Khan-Selem. Et cliniquement, oui, c'est très cohérent. N'est-ce pas? Cependant, en exemptant totalement l'aîné de l'épreuve sous prétexte de le protéger du chaos logistique, est-ce qu'on ne crée pas une fracture artificielle dans la dynamique familiale? Une fracture. Oui, un nouveau-né qui pleure au milieu de la nuit, c'est la vie dans ce qu'elle a de plus brut qui s'impose au foyer, en voulant compartimenter à tout prix, en construisant des murs invisibles de règles pour préserver le sommeil du grand frère à la minute près. Oui. On manque peut-être l'opportunité de lui enseigner la résilience collective. S'adapter à un bébé qui pleure, c'est aussi apprendre que la famille traverse parfois des tempêtes ensemble, vous voyez, et que l'inconfort temporaire fait partie des liens humains. L'inconfort, oui, mais la privation de sommeil, non. Protéger le rythme neurologique du nouveau-né exige de l'isoler lui, certes, mais exclure l'aîné de la réalité organique de la naissance, ça me semble dommageable à long terme pour la cohésion. Alors, la résilience collective, c'est un concept magnifique sur le papier, mais un enfant de maternelle chroniquement privé de sommeil, ça devient en pratique une urgence comportementale totalement ingérable. Ça devient vite difficile, c'est vrai. Si vous laissez le chaos biologique du nouveau-né contaminer impunément le rythme de l'aîné au nom d'une sorte de solidarité romantique, vous créez un effet domino d'effondrement. Les deux enfants craquent en même temps. Exactement. Les parents vont se retrouver à gérer les pleurs de décharge du nourrisson la nuit et les crises de colère d'un aîné au nerf à vif toute la journée. La compartimentation stricte, c'est pas un rejet affectif. C'est un instinct de survie pour le groupe. C'est un cordon sanitaire indispensable pour que les parents conservent l'énergie de distribuer de l'affection à tout le monde. Sans ces murs invisibles, c'est tout l'écosystème qui s'effondre. C'est ici, je pense, que la tension entre nos deux grilles de lecture atteint un peu son point d'équilibre. Oui, on touche aux limites de chaque approche. En rassemblant nos observations issues du matériel, ma conclusion reste vraiment ancrée dans la neurobiologie pure de cette fenêtre des 6 premiers mois. Le lâcher-prise organique. Voilà, je maintiens que l'immaturité neurologique du nourrisson, elle, commande l'effacement temporaire de l'ego parental et de nos attentes de contrôle. L'architecture du sommeil se construit à son propre rythme. Ces fameux cycles incompressibles. Ces cycles de 60 minutes, la taille de l'estomac qui exige des réveils fréquents, et ce besoin parasympathique de réguler le stress par le pot à pot lors des pleurs de décharge, tout ça est dicté par la nature. Vouloir précipiter ce processus organique ou le contraindre prématurément par des protocoles, c'est risquer d'entraver le développement du sentiment fondamental de sécurité de l'enfant. Il faut juste accepter la tempête. Je l'entends. Mais je maintiens que l'admiration de cette mécanique naturelle, aussi fascinante soit-elle, ne justifie en aucun cas le sacrifice de la santé mentale des parents. Les limites humaines dont vous parliez. Oui. La nature, avec son asynchronie brutale et son absence totale de pitié pour la fatigue humaine, elle a la capacité de briser des familles. Les risques cliniques de la dépression postpartum et de l'épuisement systémique, ils sont largement documentés. C'est indéniable. C'est précisément la reconnaissance de la violence de cette biologie qui rend l'ingénierie de l'environnement obligatoire, en fait. L'anticipation par la logistique, la tolérance progressive face aux tentatives d'auto-apaisement de l'enfant et la protection cognitive des aînés, ce ne sont pas des actes d'égoïsme. Ce sont des outils. Ce sont des mécanismes de survie. Le cadre est la seule fondation qui permet à l'amour parental de durer sans se consumer. Vous savez, si nos méthodes diffèrent fondamentalement sur la réponse à apporter, notre exploration met quand même en lumière un consensus majeur. Un point profondément ancré dans les travaux des spécialistes qu'on a consultés. Oui, la dangerosité des injonctions sociales. Exactement. Et le mythe de la perfection parentale. Que la mère s'épuise à nettoyer sa maison pour sauver les apparences au lieu de récupérer son déficit de sommeil. Ou qu'elle culpabilise de ne pas ressentir un amour parfait à la seconde où l'enfant pleure à l'aube. C'est ravageur.
On voit bien que la pression sociétale de la fameuse vraie vie est un poison absolu durant ces premiers mois. Ah, sur ce point, l'accord est total. Les attentes irréalistes de la société sont le véritable ennemi. Et d'ailleurs, nous convergeons également sur une vérité pédiatrique très apaisante, je trouve. Laquelle? Qu'un enfant de moins de 6 mois n'agit jamais par tyrannie. Ah oui, l'absence de manipulation. Son cerveau ne possède tout simplement pas la capacité de manipulation. Il n'y a pas de caprice. Comprendre ce fait clinique, que l'on choisisse votre approche de lâcher-prise organique ou ma méthode de structuration proactive, c'est la clé pour éliminer le ressentiment toxique qui peut naître quand on est réveillé à 3 heures du matin. C'est un excellent rappel. Et vous savez, le matériel que nous avons décortiqué aujourd'hui, il offre encore de vastes territoires à explorer. On n'a cartographié que le chaos initial. C'est vrai, l'étape d'après est tout aussi complexe. Mais au-delà des 6 mois, jusqu'à l'âge de 18 mois et plus, de nouveaux défis fascinants émergent. Le sommeil paradoxal se complexifie, l'architecture du cerveau se modifie pour faire place aux terreurs nocturnes. Et la fameuse angoisse de séparation qui change tout. L'angoisse de séparation redéfinit complètement les règles de l'endormissement. J'encourage donc vivement nos auditeurs à se plonger dans la suite de ces recherches. Parce que la physiologie de l'enfant, c'est vraiment un livre qui change de langue à chaque chapitre. Absolument. Les stratégies qui permettent de survivre aux 3 premiers mois, elles deviendront souvent obsolètes à 8 mois. L'évolution du cerveau humain exige des parents une remise en question permanente de leurs certitudes et une adaptation continue de leur cadre. Nous avons commencé cette discussion en parlant de météorologie, de cette tempête imprévisible qui balaye sans ménagement les illusions mécaniques et les certitudes des futurs parents. Une sacrée tempête. Que vous choisissiez d'affronter l'ouragan en vous fondant dans les éléments, pour suivre la biologie à la lettre, ou que vous décidiez de construire des digues d'ingénierie rigoureuses pour protéger l'équilibre de votre foyer, une vérité demeure. La tempête finira par passer. Le ciel finit toujours par s'éclaircir. Le ciel s'éclaircira et les cycles s'allongeront. Merci à tous de nous avoir rejoints pour cette réflexion dans la controverse. Je vous laisse avec cette question. Dans l'obscurité de la nuit, quand toute théorie semble s'effondrer face aux pleurs, êtes-vous prêt à écouter ce que l'imprévisibilité de la nature essaie de vous enseigner sur vous-même? À très bientôt. Au revoir.